Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve sur une vidéo pour Disciple Libération et je vais faire un court avis après 33 heures de jeu, qu'est-ce que je pense de Disciple Libération. Alors déjà pour commencer, Disciple Libération est un jeu vidéo TRPG, je n'avais jamais entendu parler de ce style de RPG, donc du tactical RPG, qui est sorti aux alentours, il me semble, de date 20-24 octobre 2021. Il est sorti donc un mois après le célèbre Pathfinder Wrath of the Writers. Et ce jeu n'a pas extrêmement bien marché. Apparemment, de ce que j'ai vu, il n'a pas dépassé les 2000-3000 joueurs sur le jour de sa sortie sur Steam. Et il traîne autour des 300-500 joueurs. Mais apparemment, le DLC, enfin, le jeu a suffisamment marché pour sortir un DLC. Je pense surtout que ce jeu n'a pas dû coûter énormément cher, un petit peu à l'instar d'LX2 et LX1. Il n'a pas dû extrêmement bien coûter, je bafouille. Et ce qui se passe, c'est que je pense qu'il a quand même eu son petit succès, mais après c'est pas un truc fou. Après Disciple, faut que vous sachiez une chose, moi je suis un fan de Disciple, j'ai un très très vieux joueur de Disciple, j'ai joué au tout premier Disciple Sacred Land. Je dois avoir même le boîtier qui traîne quelque part, j'avais le boîtier physique, donc oui, bon, c'est clairement mort pour que je trouve une version physique de Disciple Libération, et je pense que la version physique n'existe pas, parce que comme pour Pathfinder, il n'y avait pas de version physique, et je pense clairement qu'il n'y en aura pas pour ce jeu. Je pense que c'est clairement mort. Surtout que j'avais traîné dans les magasins, je n'ai pas trouvé de boîtier de Disciple. Je pourrais m'amuser à regarder, mais je pense que c'est officiellement mort. Pour ce qui est du jeu, je n'ai pas touché aux autres Disciples, j'ai vite fait toucher aux 2 cette semaine, qui lag comme pas possible et qui est complètement instable. Et j'ai touché aux 3, et de nouveau ça lag comme pas possible, c'est très mal optimisé, mais ça m'a permis de me faire un bref avis là-dessus. Donc globalement, Disciple Libération a un petit peu voulu jouer la carte de la... Quel est le terme déjà ? De l'ambition. Il a joué la carte de l'ambition, il a pris des risques. Parce que Disciple Libération n'est pas un simple RPG. C'est à la base, la saga Disciple est une saga de jeux de stratégie. Ce sont les concurrents de King's Bounty et les concurrents de Might and Magic. Et la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que c'est un tactical RPG, comment ça se fait que tu as un personnage féminin, qu'est-ce qui se passe, raconte-nous tout. Alors c'est simple. En fait, de ce que j'ai compris, en 2009, Disciple 3 a fait une espèce de reconversion RPG pour tenter d'attirer du monde. Remettez-vous dans le contexte, en 2006 jusqu'en 2008, nous avons le sublime Might and Magic Heroes 5, qui pour la majorité des joueurs, sauf les puristes du 3, sera un éternel chef-d'œuvre, et on a Disciple 3 qui tente la vague RPG pour tenter de s'en sortir, c'est une catastrophe, la licence disparaît dans les méandres, pour revenir 13 ans plus tard avec Disciple Libération. Chose qui est intéressante, c'est qu'il ne s'appelle pas Disciple 4 Libération, mais bien Disciple Libération. Et je pense que c'est important de le noter, ça. Disciple Libération, même s'il reprend, comme je peux vous le montrer, son système d'unité, son système de héros avec des pouvoirs, son système de cases hexagonales du 3, ce n'est pas une suite du 3. Pour moi, il faut le voir comme un Dark Messiah. Ça veut dire que c'est une suite scénaristique, mais ce n'est pas le jeu de stratégie tant attendu. C'est un hybride RPG stratégie, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éditeur de modding, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éditeur de map, et c'est ce qui fait que la communauté l'a clairement défoncé, parce que oui, ce qu'on aime dans Disciple, c'est jouer avec ses amis, c'est la gestion du tour par tour pour affronter justement ses amis, c'est tout ça, c'est ce que les gens attendent, un concurrent de Might and Magic, et au final, il a réussi à se démarquer.
et personnellement, je ne peux que le soutenir sur ce projet. Le souci, le véritable souci, c'est que quand on attend une licence pendant plus de 13 ans, alors que le dernier opus était vraiment mauvais, eh ben ça fait mal. Ça fait mal de revoir la licence sous un autre format, et je pense que c'est pour ça que le jeu n'a pas fonctionné. Vous incarnez, dans cet opus, vu que c'est un tactical RPG, le personnage d'Aviona, Aviona Dilian, comme elle s'appelle, qui est donc une jeune mercenaire qui possède en elle une grande destinée, et qui finira par trouver la cité légendaire d'Ilian, qui est une cité perdue, apparemment d'origine angélique, et qui fait qu'à partir de ce moment-là, elle va donc utiliser cette cité pour se forger un avenir, et pour tenter de signer des alliances avec des factions, pour justement un petit peu régler les problèmes qu'il y a. Globalement, c'est ça. On est vraiment sur quelque chose d'assez basique au niveau de l'essence même. La cité, au final, je peux même vous la montrer, la cité, au final, sera en fait une sorte de gros hub qui fait beaucoup penser, justement, aux villes de Might and Magic, justement, avec des immenses panaches, vraiment, une cité assez incroyable. Le seul problème, c'est que là où dans les anciens disciples, ou même dans Might and Magic Hero 5, on était habitué à gérer plusieurs villes, là on gère qu'une seule ville, et c'est même pas si la gestion est plus poussée. Au final, vous avez 5 bâtiments, d'ailleurs je peux vous le montrer. Vous avez 5 bâtiments à construire, et dans ces bâtiments, vous avez 4 factions, et chaque faction ont leurs propres bâtiments qui sont spécialisés dans quelque chose. Donc globalement, vulgairement parlant, c'est que je vérifie encore. Voilà, vulgairement parlant, c'est tout ce qui est monstre, capacité de guerre et autres, tout ce qui est plutôt physique, et après tout ce qui est à peu près distance. C'est pas exactement ça, mais globalement, on est sur un schéma qui se ressemble. Par exemple, dans le manoir ténébreux, vous avez le spectre qui fait des attaques à distance, la banshee qui fait des attaques à distance, le loup-garou qui fait des attaques physiques, l'ombre qui fait des attaques à distance, et la vampire qui fait des attaques au corps à corps. Donc globalement, il y a un peu ce mélange de tout ça. Je trouve que c'est très bien trouvé, le jeu a vraiment des très très bons points, mais malheureusement pour moi, je trouve que attendre 13 ans pour avoir une gestion aussi peu poussée. Oui, parce que, juste pour la comparaison, hein, Might and Magic Hero 5 ou même Might and Magic Hero 7 vous propose des dizaines de bâtiments dans la ville, pas juste 5, non même pas 5, 4. Oui, parce que la forge et la place du marché, si vous les démontez, on vous propose que ça, que la forge ou la place du marché. Donc c'est pas extrêmement viable. La ville manque de gestion par rapport au sacrifice qu'on fait qu'on n'a qu'une seule ville. Et ça, c'est peut-être le point qui est un peu dommageable là-dessus. Le fait qu'on ait un perso imposé et qu'on n'a pas de système de map, ça c'est aussi un très grand défaut. Avant, dans les disciples, vous aviez plusieurs scénarios, vous avez même des campagnes escarmouches, vous avez même du coop multijoueur. Là, il n'y a plus rien de tout ça. Vous avez éventuellement du multijoueur pour vous taper dessus, pour vous savoir qui est la meilleure Aviona, mais c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est un très très grand défaut, justement parce qu'il hérite des anciens disciples. Sauf que justement, il faudrait le considérer comme un RPG. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où veut aller ce jeu. On ne sait pas exactement s'il veut être un pur RPG, parce que je peux vous le montrer, mais je peux vous le montrer justement. Là, on peut parler aux compagnons, vous avez des compagnons avec qui discuter, vous pouvez discuter avec des compagnons, vous aurez avoir des quêtes, vous avoir des relations, vous pouvez avoir des romances même. Vous pouvez, moi d'ailleurs j'ai romancé déjà 2 personnes dans le jeu. Vous avez des quêtes secondaires, des quêtes très bien scénarisées, des choix très gris. En termes de RPG, pour moi, on est sur le level LX2. En termes de RPG, en termes de choix, ça manque d'impact et de conséquences. Par contre, ça c'est peut-être le gros défaut à dire, ça manque d'impact et de conséquences, mais les choix, ils sont là. Les choix sont bien présents. Et c'est là que je me pose la question, de est-ce qu'au final, c'est pas l'aspect stratégie qui fait qu'on a de la peine à juger le jeu?
Mais en tout cas, Disciple Libération est un très bon jeu. Et personnellement, si je devrais le noter comme ça, séparément, je pense que je lui mettrais un 16 sur 20. Pourquoi une note aussi basse? Parce que le système de combat, je ne suis pas du tout fan. Le système de combat est très très brouillon. Il est soit trop galère ou soit trop simple. Je m'explique. C'est soit vous vous retrouvez à faire des combats où l'IA utilise pas mal de strats, ils ont pas mal de combos et autres. Ah, par contre, les builds sont excellents. Vous pouvez booster par rapport à de la furtivité, vous pouvez faire des boosts par rapport au sort de lumière. Moi, par exemple, j'ai un personnage d'un DLC, du DLC qui est sorti cette semaine. J'ai littéralement mon personnage qui booste le moral et qui booste les chances de coup critique, ce qui fait que j'ai un 30% de coup critique en plus. Vous pouvez faire vraiment des builds très salés. Et c'est ça le problème. C'est soit le jeu il est trop dur, parce que la gestion d'unité est trop complexe, ou soit vous roulez beaucoup trop sur le game. Après, je suis en normal, c'est très dur à juger justement en haute difficulté pour voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est vite répétitif, c'est vite pénible. Déjà que je suis pas du tout fan des jeux tour par tour à la base, mais vraiment j'ai adoré ce jeu pour le reste. C'est pour ça que je lui mettrais un 16 sur 20. Clairement, c'est vraiment le système de combat qui pêche, le problème de la cité qui manque de panache par rapport justement à ce qu'on nous a proposé la concurrence et autres. Manque un peu de doublage. Le fait qu'il y a du doublage français, c'est excellent. Et rien que pour ça, franchement, il mérite vraiment d'être bien noté parce que ça fait plaisir d'avoir enfin un jeu doublé en français. Mais par contre, ça manque quand même de doublage où énormément de quêtes ne sont pas doublées. Et en fait, les seules quêtes doublées sont les quêtes de compagnons et la quête principale. C'est la seule chose qui est doublée. Donc voilà, j'aurais préféré quand même un peu plus de travail là-dessus. Donc voilà. Par contre, 16 sur 20, c'est la note en tant que RPG Tactical. Franchement, si on devrait après le considérer comme le Disciple 4, je pense qu'on serait plus sur une note genre 13 sur 20, évidemment 12 sur 20, parce qu'évidemment, le fait qu'il n'y a pas d'éditeur de map, le fait qu'il n'y a pas d'éditeur de modding, le fait qu'on nous impose un perso féminin, alors qu'on aurait peut-être voulu justement créer son propre personnage entre une nécromancienne, un nécromancien et autres. Le fait qu'il n'y a pas les nains, parce que dans le lore, apparemment, ils auraient été exterminés, ça je peux comprendre. Mais ça n'empêche pas, justement, qu'on aurait peut-être aimé créer notre personnage, mais on a un perso imposé pour renforcer la narration, donc c'est compréhensible. Mais un fan de la série Disciple de base va peut-être pas trop aimer de base. Je pourrais aussi un petit peu critiquer le système de relations, parce que vous avez un système de relations avec les factions qui vous permet justement Empire, Alliance Elfique, Horde Mort-Vivante et Légion de l'année, et c'est un peu le bordel, parce que un rien peut baisser vos relations. Par exemple, vous voulez aider votre compagnon vampire à se venger de sa sœur, vous perdez de la relation avec les elfes. Donc, vous êtes obligé de faire sa quête si vous voulez progresser dans son arc scénaristique, mais vous perdez de toute façon des relations, même si j'ai tenté d'épargner le plus d'elfes possible, j'ai fait baisser mes relations. Pareil, je me suis retrouvé à faire un choix, on se retrouve à faire des choix tout le temps, et ça c'est vraiment génial, mais au détriment de la relation avec les factions, et ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage en fait que le système soit assez punitif au niveau des relations. Et autre point, par contre c'est pour ça que je suis presque à envie de le mettre à 17, c'est parce que l'aspect RPG est mis justement à son potentiel maximum. Sur le fait que quand vous terminez le jeu, et ça je le sais parce que je me suis spoilé, j'ai toujours pas fini le jeu, quand vous terminez le jeu, vous débloquez un mode New Game Plus qui s'appelle la Libération, qui fait que vous retournez dans le jeu de base, vous débloquez des nouvelles lignes de dialogue qui justement vous permet d'augmenter vos relations beaucoup plus facilement. Vous débloquez aussi la capacité de prendre tous vos compagnons en même temps sur un champ de bataille. Il y a 9 compagnons, je vous dis juste le bordel que c'est, quoi. Et en plus de ça, il y a une fin secrète dans une New Game Plus, et rien que pour ça, franchement, il mérite le coup d'œil, et rien que pour sa prise de risque, il mérite d'être soutenu. Bref, c'était Pharo Sadius.
Je pense que je vais faire une vidéo quand j'aurai terminé le jeu, parce qu'il mérite d'être mis en avant, mais on verra ce que ça va donner. Allez, à plus tout le monde.